Bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre dans le cadre de ce colloque des 25 ans du CERDAC. Notre laboratoire travaille autour de la vulnérabilité et là, on a voulu mettre l'accent sur la Covid-19 et donc analyser les risques collectifs liés aux vulnérabilités pendant la pandémie de Covid-19. Et parmi les nombreux intervenants à ce colloque, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir avec vous Karine Meunier, qui est médecin, membre de l'équipe mobile de soins palliatifs du centre hospitalier de Haguenau et directrice du comité d'éthique, raison pour laquelle on se connaît toutes les deux, puisque je suis membre de ce comité également. Et précisément dans le cadre de nos travaux, nous avons souvent abordé des questions qui touchent à la vulnérabilité, qui touchent à ces personnes qui sont fragilisées. Les patients, par hypothèse, ce sont des personnes fragilisées. Et on va voir aujourd'hui si la Covid a changé quelque chose, si la Covid ouvre de nouveaux horizons, s'il faut réagir autrement, etc. Mais on va aussi bien sûr se préoccuper des soignants, parce que Karine Meunier est aux premières loges dans tous ces débats. Les soignants aussi souffrent de la Covid. Alors souffrent de voir les gens souffrir, mais souffrent même. Et donc il y a différents thèmes que le docteur Meunier va aborder avec vous à présent. Mais notamment, on va déjà s'interroger sur des questions de terminologie. Parce que en droit, nous parlons assez volontiers aujourd'hui de personnes vulnérables, donc de vulnérabilité. Ça n'a pas toujours été le cas en droit non plus. On a longtemps parlé des personnes incapables, les incapables mineurs, les incapables majeurs, etc. Mais ce sont des personnes fragiles. Et pour cela, je sais que nous allons nous rejoindre sur ces questions. Donc voilà, si déjà, docteur Meunier, vous vouliez bien nous expliquer ce qui, pour vous, renvoie à ce thème de la vulnérabilité dans l'enceinte de l'hôpital, eh bien, je vous donne la parole. Merci Isabelle. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vulnérabilité pendant cette crise, notamment pour identifier les personnes dites à risque de formes graves de Covid, donc d'hospitalisation, de surmortalité, puis pour définir les personnes prioritaires pour la vaccination. Les facteurs ont été listés par l'HAS, je me permets de vous les redonner puisque ce sera important par rapport à la fragilité qu'on définira tout à l'heure. Donc l'HAS a listé ces éléments, avec en premier lieu l'âge, supérieur à 65 ans. On verra que l'âge est un élément important. Ouf, j'y suis pas encore. L'obésité, Ah, avec l'indice de masse corporelle supérieur à 30. Alors l'IMC, c'est un rapport taille-poids que l'on définit pour définir le surcharge, l'obésité, mais aussi certaines maladies chroniques. Et les dernières études ont montré que finalement toutes les maladies chroniques étaient des facteurs de risque. Mais on retrouve principalement le diabète, déséquilibré et ou compliqué, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les personnes dialysées, atteintes de cancer, de cirrhose, les personnes immunodéprimées ou d'autres pathologies un petit peu plus spécifiques comme la drépanocytose, la sclérose en plaques. Mais il apparaît aussi d'autres éléments comme des troubles psychiques, la grossesse au 3e trimestre et les personnes en situation de précarité sociale. Donc autant de facteurs que l'on peut rapprocher de ceux de la fragilité que nous on utilise beaucoup en gériatrie pour évaluer les personnes âgées et pour pouvoir les prendre en charge au mieux, notamment dans la globalité. Et nous, on définit cette fragilité comme un syndrome qui résulte de la réduction multisystémique des capacités de réserve. Donc la plupart des systèmes physiologiques sont près du seuil de décompensation clinique. Et je voulais vous montrer ce petit schéma qui permet d'illustrer cette notion, qui avait été faite par Bouchon. Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière les reflets, mais l'idée était simplement de vous montrer ici l'âge
avec des performances mesurables d'un organe, et vous voyez que malheureusement le vieillissement, enfin physiologique normal, donc l'âge, réduit les capacités d'adaptation de chacun d'entre nous, et cette pente va être d'autant plus descendante que vont se multiplier les comorbidités, qui fait que si on rajoute une pathologie intercurrente telle que la Covid, là dans le cas, dans les circonstances actuelles, eh bien on se rapproche beaucoup plus dangereusement du seuil de défaillance, et autant tous ces facteurs on peut les lister, mais avoir à l'esprit qu'ils ne s'additionnent pas et se multiplient, et qu'on peut avoir, on constate régulièrement des phénomènes en cascade. Et ça, c'était important quand même de pouvoir le redire. Et donc, dans ces éléments de fragilité, vous allez voir que nous, on va aller rechercher les éléments qui ont été définis aussi dans la vulnérabilité, avec des facteurs médicaux, donc on a parlé de l'âge, des comorbidités, du coup de tous les traitements qu'on va mettre en place qui peuvent interagir entre eux, mais d'autres éléments type les troubles sensoriels, cognitifs, les troubles de la marche, la continence, des éléments plus psychiques avec l'anxiété, la dépression, enfin, la manière dont chacun d'entre nous va apprécier sa qualité de vie, et des éléments plus sociaux, tels que l'isolement, enfin, le fait de vivre ou non en institution, enfin, un niveau socio-économique, professionnel plus ou moins favorable, la présence ou non d'aidants. Enfin. Donc c'est une fragilité qui globalement met à mal l'autonomie physique et psychique en fait des personnes hospitalisées. Là, je crois on va bien aller directement dans le thème de la Covid, parce que tout ça, c'est ce qu'on a pu signaler. Il y a la maladie, c'est une chose, la maladie avec ses problèmes respiratoires, etc. Mais l'isolement des patients à l'hôpital, et de la même façon les patients dans les EHPAD, enfin les résidents des EHPAD, etc. On sait que c'est un problème. On aura aussi une intervention faite par une psy sur ces questions-là, justement, parce qu'il y a les fragilités la fragilité des personnes a fait que, enfin, l'isolement les a encore plus fragilisés. Et c'est clair que quand on est dans un hôpital, qu'on est déjà pas bien, si en plus on est privé des siens, et voilà, qu'on n'a plus la chaleur humaine, les soignants ont eu beau faire 15 fois plus que ce qu'ils faisaient d'habitude pour aider les gens, ça n'a pas remplacé l'absence des familles. Mais quelle solution pourrait-on trouver là? Voilà, c'est le problème. On voulait pas que les familles soient malades, on voulait pas que les familles ramènent d'autres virus. Enfin, tout ça, c'est très, 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 très compliqué, et le gouvernement et tous les décideurs, ils ont eu bien du mal. On les critique pas, hein, on, même si on peut regretter un certain nombre de décisions qui ont été prises, on sait bien que c'était très difficile de prendre des décisions, parce que ce facteur humain, il pèse, mais voilà, il y avait quand même l'aspect médical qui devait l'emporter. Voilà, je te rends la parole, Karine, excuse-moi. Non, pas de souci, parce que l'isolement, effectivement, on va beaucoup en parler, parce que c'est un facteur qui a effectivement majoré la vulnérabilité des patients déjà fragiles, et on l'a identifié déjà comme un élément de fragilité. Donc la Covid, le fait d'être hospitalisé a majoré encore cet isolement. Et pour illustrer ce propos, j'aurais presque envie de vous emmener dans une chambre d'hôpital et de vous laisser imaginer ce que ça pouvait être. Alors peut-être dans certains d'entre vous, y ont été confrontés en direct, mais imaginez comment la communication a pu être d'autant plus altérée, chez des patients qui, pour certains, entendent mal, voient mal, ne savent pas forcément pourquoi ils sont là, avec en face d'eux un défilé de professionnels en tenue de cosmonaute, avec la Charlotte, les lunettes de protection, le masque. Vous avez tous fait l'expérience du masque FFP2
allez-y pour vous exprimer, c'est quand même extrêmement compliqué. À un moment donné, on venait même jusqu'à mettre un masque aux patients aussi pour limiter les risques. Tout ça, c'était extrêmement compliqué. Donc comment rassurer, comment réorienter un patient qui est confus, qui est dément, enfin, avec qui on a du mal à échanger et qui d'habitude on identifie ces facteurs de fragilité et c'est là qu'on fait intervenir d'autant plus les familles pour les aider à se repérer, qu'on met en place des éléments de réorientation, l'horloge, le calendrier, enfin toutes des petites choses qui permettent quand même aux gens de se resituer. Et tout ça, ça a été beaucoup plus difficile et c'est toujours beaucoup plus difficile à mettre en place. Comment ne pas se sentir abandonné, tout simplement dans le contexte des familles qui ne pouvaient moins venir, des patients qui ne pouvaient pas forcément le comprendre. Comment ne pas déprimer quand on est privé de ses contacts. On sait, on a eu beaucoup de débats autour de la chambre seule qui permettait de protéger des patients, notamment en attente de résultats, mais en même temps, enfin, on sait que les chambres doubles, les gens se soutiennent entre eux, ils échangent, ils partagent des choses, se sentent moins seuls, donc on a été obligé de favoriser l'isolement, le confinement, enfin, donc comment ne pas déprimer dans ce contexte, avec une perte d'autonomie qui de fait devenait plus importante parce que vous êtes cloué au lit, cloué au lit avec une pathologie respiratoire, de l'oxygène, un masque, avec des patients on sait que lorsqu'ils sont alités pendant quelques jours, il y a un gros risque de désadaptation posturomotrice, qui est un risque en fait de perte définitive de la marche. Et quand le kinésithérapeute, quand il peut intervenir, ne peut vous faire marcher que autour de votre lit, là aussi il y a une perte de chance pour un certain nombre de patients. Je ne vous parle même pas de l'incontinence, le port de couche, enfin bon voilà tout ça, les troubles trophiques, les escarres. Donc c'est ces éléments en cascade qu'on connaît bien, mais qui là, en fait, nous ont aussi empêchés de pouvoir les prévenir aussi bien qu'on essaie de le faire habituellement. Enfin. Et puis, comment ne pas angoisser quand on vous annonce une pathologie contagieuse, potentiellement mortelle, puisque c'est bien de cela dont on parle. Contagieux, ça veut dire que ben, déjà vous ne savez pas forcément comment vous l'avez contracté, vous ne savez pas qui vous avez contaminé. Donc des patients qui se sont aussi inquiétés pour leurs conjoints fragiles, pour d'autres personnes de leur entourage. Une maladie potentiellement mortelle, oui, pour lesquelles nous on avait des traitements très incertains et on sait qu'on n'en guérit pas, enfin on met en place des traitements symptomatiques, mais on ne guérit pas à proprement parler. On n'a pas de traitement pour guérir, un antibiotique ou un antiviral qui permet de régler la problématique rapidement. Enfin, ça faisait peur, ça, les patients savaient que oui, vous ne saviez pas, que personne ne voyait le bout du tunnel ni rien, oui, c'est oui. sûr. Ça, c'était une anxiété, une anxiété majeure. Et puis, il y a tout l'enjeu aussi, quand on se sait fragile, de ne pas forcément être éligible à un transfert en réanimation parce que des traitements invasifs, on pourrait ne pas y survivre et ne pourrait pas régler, en fait, et pouvoir régler la problématique et des fois être plus délétère. Et quand bien même vous seriez éligible à un service de réanimation, enfin, beaucoup de patients sont quand même décédés en réanimation et ça, les gens le savent, les familles le savent et c'est vrai que ça génère d'autant plus d'angoisse. Donc on comprend bien qu'à travers ces quelques exemples, la liste n'est pas exhaustive, mais en quoi la vulnérabilité des patients a été accrue avec une perte d'autonomie, une perte de leur subjectivité aussi dans cette perte d'autonomie psychique que j'évoquais tout à l'heure, avec des sentiments d'abandon et puis pour certains même de culpabilité. Voilà ce qu'on peut, enfin, les quelques éléments que j'avais envie de vous apporter par rapport simplement au vécu des patients et en quoi une hospitalisation pouvait augmenter leur vulnérabilité. Et si on doit revenir sur l'isolement dont on parlait tout à l'heure,
On sait que c'est un facteur de vulnérabilité, on l'a dit, pour les patients, et les familles le savent bien puisqu'ils s'en occupent. Ils s'occupent de leurs proches au quotidien et ils savent que leur présence est importante et que les restrictions, enfin, surajouter à d'autres restrictions, hein. On était déjà dans une période de confinement où c'était compliqué de rajouter encore des privations de liberté, eh bien, ont induit énormément de souffrance, augmentant même de ce fait la vulnérabilité des familles. Et ça, je voulais quand Mmh. même vous en dire un mot, parce que nous, on a constaté des familles qui étaient tiraillées, si vous voulez, entre un sentiment d'impuissance, de culpabilité de ne pouvoir être là, enfin, hein, voire le sentiment d'abandonner leurs proches à l'hôpital, et à la fois la nécessité, dans un intérêt plus collectif, de protéger même les autres patients, de protéger les soignants, et voire même de se protéger eux-mêmes. On a quand même on a quand même des familles qu'on a eues au bout du fil, à qui on a proposé de venir et qui avaient peur de venir à l'hôpital, qui était significatif pour eux de pathologies qu'ils pouvaient contracter eux-mêmes et qui n'étaient pas en mesure en fait de venir. Et ça a été difficile, pour eux. Et ça, c'était d'autant plus important, je dirais, au cours de la première vague, parce qu'on était tous un petit peu sidérés, abattus par ce qui nous arrivait, et que au fur et à mesure des différentes vagues, les choses se sont un petit peu réouvertes, puis refermées, ouvertes, réouvertes. Mais finalement, les autres éléments de fragilité ont été mis aussi un petit peu en avant, et les familles ont réinsisté sur la nécessité pour eux, et nous on était globalement, intellectuellement, affectivement d'accord avec eux, sur le fait que leur présence était importante pour accompagner leurs proches, pour limiter ce que nous on constatait aussi, des syndromes de glissement, des patients qui ne mangeaient plus, des patients qui commençaient à déprimer, quoi. Donc ça, c'était aussi hyper important. Enfin, Il y a quand même eu plusieurs vagues, hein, parce qu'il y a eu oui, des moments où les familles étaient totalement interdites, complètement voilà. exclus. Première Et vague, voilà, et et c'est vrai que pour les familles, c'était difficile parce qu'on entendait des gens dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on est parti à l'hôpital? Est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de faire des soins, à domicile. à domicile? On aurait, gardé le contact avec les parents et tout», et le pire, c'est quand, il y a eu des morts, Oui, hein. Ça, oui, c'est oui. encore pire, hein. Bon. Et ça, effectivement, enfin, on l'a beaucoup constaté parce que, bon, chez la personne fragile, beaucoup sont décédés. Et finalement, au-delà de ne pas avoir pu les accompagner, ils n'ont pas pu, enfin, avoir ces derniers échanges qui peuvent être Horrible, importants en fin de horrible. vie, Mmh. d'avoir ces gestes, ces paroles, même procéder aux rituels qui sont extrêmement importants pour les processus de deuil. Et donc ça, je pense que Ça a marqué, ça hein. a marqué Ah oui, énormément, et je pense que les gens en garderont quelque chose ah d'assez oui. douloureux euh, pour l'avenir Il faut aussi, hein. voir les textes qu'il y a eu, comment dire? L'avalanche de textes De qu'il y a eu, témoignages. non, non, de textes juridiques, Ah, dans ce sens-là, oui. sur les règles funéraires, Oui, oui, oui. hein, voilà, il fallait mettre, rapidement les personnes, en bière, les familles pouvaient même plus les Mhm, voir, mhm. enfin, bon, et après on s'est rendu compte que il y avait des choses qui étaient trop dures, enfin, donc Mhm. il y a eu plein, plein, plein de textes, hein, vraiment, c'est on Oui, avait du mal à suivre. On avait du mal à on a été suivre. même nous interpellés pour Ah oui. finalement, dans le milieu palliatif, pour savoir Mmh. finalement qu'est-ce qui était raisonnable de faire, qu'est-ce qui était fondamental de Mmh. maintenir, Mmh. au moins de pouvoir voir la personne une dernière fois. Enfin tout ça, Ouais. ça a été compliqué, Et tous les heu, hôpitaux n'ont pas réagi de la même façon en plus, mais hein. ça Mmh. c'est une Ça et certitude. les Et les EHPAD. EHPAD, oui, Les ça EHPAD, c'est hein. Ouais, ouais. encore un autre volet, mais Mmh. qui a fait souffrance, aussi. Mmh. Donc autant de mauvaises nouvelles, hein, vous voyez, de Mmh. choses qui ont induit, contre lesquelles les gens se défendent, hein. Ce sont un peu des mécanismes de défense, hein, des mécanismes qu'on connaît bien, nous, avec le déni, le marchandage, le fait la colère, le désespoir, qu'on a l'habitude d'accompagner, qui sont souvent chargés de beaucoup d'émotions, enfin, mais
on a eu plus de difficultés à accueillir parce que décrypter tout ça par téléphone, c'est difficile et qu'il nous a manqué, il a manqué, je pense aussi aux familles autant qu'à nous, la possibilité de se rencontrer pour pouvoir simplement échanger, qu'elles soient entendues, écoutées et réconfortées Tout par le monde rapport avait à quelque peur, chose, hein. Oui, oui, peur, bien hein, sûr. voilà. Il y avait de l'agacement parce qu'il y avait voilà, des gens qui comprenaient pas. Enfin, Oui, 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 bon, il de y avait beaucoup, qu'à regarder sur les réseaux sociaux, hein, tous des, les des, échanges. Hein. Oh là là, des mon Dieu. Ah incompréhensions ouais, ouais. dans un secteur qui Ouais. est déjà un peu Mm. cloisonné à la base. Et là, ça l'a été davantage avec des éléments de suspicion ou autres, plus les médias qui Puis nous ont les peut-être médecins qui commandent, hein, évidemment toujours, voilà, la c'est toujours comme ça. Ben toute-puissance, voilà. la toute-puissance médicale. Mm. Enfin voilà, vous l'avez compris, le Covid a été compliqué pour nous aussi. Il nous a pas tellement facilité la tâche à plein de niveaux, aussi bien dans la prise en charge des patients que dans la prise en charge des familles, dans cet hôpital qui reste quand même un lieu d'accueil de toutes les vulnérabilités. Et je trouve intéressant de vous donner un peu le regard aussi de la part des hospitaliers. L'hôpital qui a quand même été aussi très largement malmené dans ses missions, puisque, vous me disiez, on accueille toutes les vulnérabilités dans des prises en charge plus globales. Là, autant dire qu'on s'est concentré sur le Covid, on n'a pas pu accompagner psychologiquement de la même manière. Souvent les assistantes sociales se reprennent accompagne la précarité ou même organise des choses par rapport aux patients fragiles dont on parlait tout à l'heure, où il faut des fois réorganiser puisque l'hospitalisation est l'occasion de tout ça. Eh bien, autant de missions qui ont été un petit peu malmenées, dans des conditions d'accueil qui ont été évidemment modifiées, réadaptées. On a fait des parcours comme au supermarché, des petites flèches, enfin bon. Bref, mais tout ça, ça suffit pas. Et, et puis, on ne peut pas pousser les murs quand il faut accueillir beaucoup plus de monde. Et ben, ça a été au détriment d'un certain nombre d'autres patients. Et ça, on le sait, pendant la première vague, on a accueilli que des patients Covid. J'ai dans mon entourage une dame qui a eu pour la 3e fois son report de date alors qu'elle doit avoir une intervention pour le cœur. Donc c'est vrai que sa famille est très remontée en disant mais ils vont nous la faire mourir quoi là, c'est sûr hein. Oui, oui, et ça c'était extrêmement complexe. Alors pendant la première vague, je dirais que c'était moins pressant parce que comme dit, tout le monde était un peu dans une espèce de sidération et comme tout le monde avait peur du Covid, finalement, on avait peur d'aller à l'hôpital. On avait peur d'aller à l'hôpital et même les spécialistes étaient perturbés parce qu'ils n'étaient plus interpellés. Nous, on n'a jamais eu autant d'avis de spécialistes, autant de chirurgiens disponibles, de cardiologues disponibles, parce qu'ils étaient là, ils avaient le temps de s'occuper de tous les patients hospitalisés. Donc là, c'était quelque chose, nous, même sur un plan soignant, extrêmement d'excellentes conditions de travail, dans le sens où il y avait beaucoup de personnel, puisque tout était concentré autour de la prise en charge des patients hospitalisés. Il n'y avait plus d'activité autre. Donc finalement, tout le monde se concentrait et cherchait un peu sa place. Vous n'alliez plus boire votre café. Évidemment, avec notre FFP2, évidemment. Enfin, mais c'est sûr que nous, on a revécu quelque chose avec des barrières administratives qui sont tombées, qui a redonné du sens, et ça a été d'autant plus difficile lors des autres vagues. Et on est revenu aujourd'hui à un état où finalement on nous demande de tout faire, c'est-à-dire les patients Covid, les patients non Covid, et de maintenir toutes les activités. Et c'est là où il y a une part de souffrance qui paraît nécessaire de souligner quand même. Mais c'est clair, hein, comment dire, la fatigue aussi des soignants, de voir des gens mourir et d'avoir peur d'attraper la Covid, mais de l'attraper aussi, hein, parce que il y a quand même eu énormément de soignants qui ont été contaminés dans les établissements et qui ont contaminé leur famille. Oui, et ça c'était quand même une angoisse et tout le monde n'a pas réagi de la même manière face à ce risque. C'est vrai qu'on a entendu par exemple des gens qui mettaient à disposition des studios, des chambres pour que les soignants soient près de l'hôpital et pas à rentrer chez eux, enfin ce genre de choses.
on avait l'impression d'être dans un autre monde, hein, Oui, 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 vraiment. des Ouais. il y a des Il s'est passé soignants, quelque chose. des soignants en EHPAD qui n'ont pas quitté l'EHPAD pendant un C'est moment ça, ouais. justement pour Ouais, pouvoir rester en première ouais ligne et et protéger et les pas leurs, hein. ramener, voilà, et pas Mmh mh. ramener un virus potentiel chez eux, hein. Mmh. Oui, non, ça c'était quelque chose Ouais, de enfin, et ça reste quelque chose de compliqué, ouais. sachant qu'au départ, alors nous, à l'hôpital public, enfin, en tout cas pour ma part, on n'a pas été confrontés à une pénurie de matériel pour nous protéger. Mais on sait que certains EHPAD n'avaient même pas le matériel pour protéger ses propres soignants, enfin, heu et d'autres espaces, notamment privés aussi, n'avaient pas ce qu'il fallait pour protéger les soignants. Donc ça, c'était quand même difficile. Donc cette anxiété, tu l'as évoqué, hein, enfin, peur pour soi, pour les autres, confronté à la mort, hem, plus fréquemment, enfin, hein, qu'à l'accoutumée, avec une brutalité quand même de la symptomatologie, des décès rapides qui laissaient des fois pas même le temps d'accompagner nous, donc ça, c'était un petit peu compliqué. Mais je pense aussi que le tri des patients, vous avez dû en souffrir. C'est pas facile de dire: «Alors, on va mettre celui-là en réanimation et pas celui-là. Celui-là, il est trop âgé, donc de toute façon, ça sert plus à rien». Mmh. Plus les patients qu'on a dû déménager, enfin qu'on a emmenés, Dans voire d'autres en hôpitaux, Allemagne ouais. même, Mmh mh. hein. Mmh mh. Voilà, donc cette phase de tri, alors c'est quelque chose qui est pas totalement nouveau, hein, mais qui s'est trouvé à une échelle, Oui, délicate quand même, hein. oui et encore, je dirais ça alors c'est sûr que ça a un peu, enfin, mis à mal la bienveillance des soignants, enfin, qui essaient dans la mesure du possible d'être, maximalistes, mais en même temps d'être le plus juste et dans cette justesse, c'est justement d'être capable d'évaluer la fragilité et d'évaluer la pertinence d'une thérapeutique et ça, c'est notre quotidien. Là, ce qui était un petit peu plus, difficile au cours de la première vague, c'est la quantité de personnes à accueillir et donc là, effectivement, les services ont été submergés, donc il a fallu réorganiser les services et notamment les services de réanimation, déprogrammer, tout ça pour augmenter le nombre de lits. Mais à la fois cette réflexion, enfin, c'est une réflexion à laquelle nous sommes habitués. Là, il a fallu en mener beaucoup plus et dans des temporalités qui étaient des fois un petit peu raccourcies et avec une disponibilité des familles qui doivent être impliquées dans la réflexion, qui était, bah, à distance, peut des fois plus difficile à interpeller. Donc ça, c'était effectivement, plus enfin, peut-être plus présent, enfin et puis pour les équipes de réanimation, enfin, dont on sait dont la souffrance est quand même, heu, majorée et des études avaient été faites après, l'épidémie de SRAS où finalement on a montré des souffrances même encore à distance, enfin, confrontées au nombre de morts et aux échecs de réanimation. C'est quand même difficile. On envoie enfin, on propose une réanimation, on en attend quelque chose, hein. C'est vrai que là, malgré tout, enfin, des patients sont décédés en réanimation et puis garder à l'esprit, là on parle des patients fragiles, mais il y a quand même pas mal de patients jeunes, qui sans comorbidité majeure significative, qui, ont nécessité des réanimations avec tout ce que ça comporte derrière, hein. Aller en réanimation, c'est pas rien. Il y a des complications au long cours et puis certains n'en sont pas ressortis vivants et ça reste effectivement aussi, des éléments marquants pour des équipes, et qui ont dû gérer, bah, leur propre impuissance, et puis aussi peut-être un peu le sentiment parfois de pas pouvoir donner tout ce qu'elles auraient envie de donner, tous ceux pour lesquels on est formé, des équipes qui ont été, bah, fragilisées aussi physiquement avec une charge de travail qui a été accrue, qui ont été baladées d'un service à l'autre avec des niveaux de formation, des formations accélérées. Ouais. C'était pas toujours, le Mmh. sentiment d'être interchangeable, des activités qui ont été, hem, jugées non essentielles, hein, si on peut le dire comme ça, comme Oui, il fallait faire un voilà, tri dans les dans activités les aussi, hein. activités, Ouais, qu'est-ce qui ouais. était important, qu'est-ce qui l'était pas? Est-ce que ça sous-entend Mmh. que ce que je fais tous les jours, c'est pas important? Enfin Mmh. voilà, donc ça aussi, il a fallu Mmh. le Faut digérer. digérer. Bon, Mmh. ça laissera des traces, on le sait. Sur un hôpital, par ailleurs, déjà, on se rappelle des grèves, en amont, enfin,
un hôpital qui est quand même déjà très fragilisé, par, du personnel, qui manque et aujourd'hui, on peut quand même noter, des démissions en masse, d'infirmières, Dans les services de des réanimation, non? mais pas Ouais, que, non, enfin, ouais, ouais. mais là aussi et puis, j'entendais là sur une IFSI, donc un institut de formation en soins infirmiers, un tiers d'une promotion qui n'a pas été au bout de sa formation, enfin et Qui change de voie. qui va changer de voie. C'est quand même interpellant et Mmh. je vous parle même pas des suicides des internes, qui ont eu lieu, enfin, parce que, malmenés, mal accompagnés, pas formés à tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont dû encaisser pendant cette période. Donc, il y a aussi pour nous des enjeux, de redonner du sens, à notre métier, de retrouver des conditions qui nous permettent de travailler en lien avec ce qui est important pour nous, Bon, hein. écoute, on va faire comme ça puisqu'on applaudissait aux fenêtres, Oui, aux mais fenêtres régulièrement, mais je crois que toute la population a été bien consciente de ces efforts, hein. Je crois que bon voilà, on, on a on a salué ce courage des équipes, ce dévouement, voilà, c'est clair, mais on sait très bien que derrière, ça va mettre des mois et des années pour que on retrouve un rythme normal, mais c'est bien aussi de prendre un moment pour faire un bilan, dire bon, on sait qu'au oui, début ça manquait de masques, ça manquait de ceci, ça manquait de cela, mmh. mais bon, Et voilà, c'est si on en tirait des enseignements, enfin, pour les patients, c'est sûr que la prise en charge de la fragilité reste majeure, c'est-à-dire éviter ces syndromes de glissement, la présence des familles sous quelle qu'elle soit, enfin, sous quelle qu'elle forme qu'on puisse lui donner, ça reste des éléments importants. Enfin, hem, si ce n'est que pour éviter peut-être des deuils pathologiques par la suite, hein, ça on n'insistera jamais assez là-dessus et puis dans l'anticipation aussi, peut-être des locaux à réfléchir autrement, personnel. du personnel, du matériel. Alors les embaucher des gens, mais faut-il Mmh. déjà qu'il y en ait sur le marché? Mmh. Quand on voit le retard qu'on a pris à tous les niveaux, dans les numerus clausus, il va y avoir quand même, un petit trou là pendant les 10 Ouais. prochaines années. Donc ça, je ne sais pas comment on va le gérer et puis peut-être après dans le management, des petites choses aussi, et puis si on peut être qui nécessiteront de l'accompagnement, enfin, du soutien des équipes actuellement, mais Interne. peut-être encore, dans les Mmh. temps à venir, pour ne pas oublier ce qui s'est passé, hein, parce que ça laisse des traces et des blessures qu'il va falloir guérir et puis, la reconnaissance dont tu parlais, elle a été importante, on a un peu interrogé parce que notre travail, c'était pas l'idée d'être héroïsé puisque c'est notre quotidien, enfin, mais à la fois elle était soutenante, le soutien de la population, enfin, mais ce qui nous importerait davantage aujourd'hui, c'est que nos politiques fassent preuve d'un petit peu de courage ou se positionnent davantage sur la place qu'ils veulent donner à l'hôpital, pour qu'on puisse travailler dans des conditions, qui permettent de prendre en charge toute cette vulnérabilité, hein. Ouais, ça, c'est un point vraiment très, très important. Il faut essayer de tirer des leçons, il Oui, faut essayer oui, de oui. voilà. Mais pour conclure, je dirais que oui, l'hospitalisation pour Covid a effectivement majoré la vulnérabilité, hein, de chacun, les patients, les familles, les équipes certes, mais je trouve que tout le monde a montré beaucoup de résilience et c'est ce qui a permis quand même de faire face tout simplement et de continuer à faire face parce que c'est pas Ouais, terminé. c'est pas fini, oui. C'est pas Et fini. bon, moi, ce que j'ai aussi relevé dans tout ça, c'est qu'effectivement, bon, par principe, on va dire qu'un patient qui arrive à l'hôpital, il est potentiellement vulnérable parce qu'il est malade, bon. Mais je pense par exemple aux accouchements, hein, parce qu'il y a eu aussi des drames, en la matière. C'est vrai qu'on parle pas habituellement, des femmes enceintes comme des personnes vulnérables Mmh. et surtout pas de leur conjoint, par exemple et que là, on s'est retrouvés à vivre des drames parce que des papas n'ont pas pu, être, Mmh. être présents au moment de la naissance d'enfants. Alors c'est évidemment beaucoup moins grave
que de pas être là quand, sa maman décède. Voilà, c'est autre chose, mais ça peut Je être sais un pas si démarrage. c'est Oui, voilà, c'est ouais, un je sais pas si démarrage c'est dans la moins vie. grave, C'est un démarrage dans la vie Mmh qui est mh. raté et là aussi, ben, ils vont mettre toute la vie, ces couples-là Mmh mh. à se remémorer ça et il y a eu des cas aussi où des mamans n'ont pas vu leur bébé Tout de parce que suite, soit elles, soit mmh. l'enfant avaient le Mmh covid mh. et elles ont fait sa connaissance au bout d'un mois. Enfin, voilà, Alors c'est c'est assez rare quand voilà. même, Oui, mais bien sûr, heureusement, enfin c'est des petites, et illustrations, ouais mais et c'est vrai que mmh, les équipes de gynécologie, pour les avoir entendues, se sont quand même battues, notamment et même en pédiatrie qui par chance a été très largement épargnées, oui. épargnée Mmh. par la Mmh pandémie. mh. On ose à peine imaginer ce que ça aurait pu, Ouais. générer comme souffrance supplémentaire, mais c'est vrai que ce sont des équipes qui se sont Mmh. vraiment battues Mmh. Mmh. pour essayer de maintenir, ces liens, enfin, Mmh. tant que possible. Mais oui, il y a des exemples comme ça, Oui, la qui restent vulnérabilité est multiple sans aucun et à doute. l'hôpital, elle est encore plus multiple, Et qu'ailleurs, hein, mais bon. on Mmh, pourrait alors bon, on pourrait parler, des personnes, en situation de handicap, bien on sûr. pourrait parler de la Ouais. précarité des patients addicts qui ont été mis, Mmh. dont les parcours de soins ont été complètement Mmh. modifiés, Mmh. des ces enfants qui devaient être Mmh. placés, qui n'ont pas pu Mmh. l'être, correctement. Enfin bon, il y a je Oui, pense qu'à tous les niveaux, enfin, mmh. heu, Il y a eu des il ratages, y a hein, il y ça a il c'est y a eu des sûr, ratages, hein, mais ouais, c'est qui sûr, sont mais inévitables. inévitables et je pense que Inévitables, chaque catégorie de mmh, professionnels en a tiré quelque mmh, chose et on suppose qu'on voilà. sera peut-être mieux préparé si, Et on va terminer en disant, voilà, qu'on a des pensées, très très chaleureuses pour tous ceux qui ont souffert, de ça, qui ont perdu leurs proches, qui ont eux-mêmes été hospitalisés et cetera et un grand, grand merci aux équipes soignantes et aux efforts qu'elles ont fait, hein. Voilà, encore une fois, voilà, je vais dire merci et donc voilà, merci à tous, merci hein. à tous pour votre écoute.